BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. Notre invité, c'est Pierre Louette. Il est le président de la Fédération française des télécoms, mais très accessoirement directeur général délégué d'Orange. Pierre Louette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un anniversaire, décidément. Hier, avec Isabelle Falque-Pierrotin, on fêtait avec un peu d'avance les 40 ans de la CNIL. Vous, c'est les 10 ans de la Fédération française des télécoms. On n'a que 10 ans. Oui, vous n'avez que 10 ans, c'est déjà pas mal. Il s'est passé beaucoup de choses. Justement, si en 10 ans, il fallait nous rappeler un peu la progression du nombre de connexions, du nombre de mobiles. Vous avez quelques chiffres clés un peu forts? C'est une multiplication par 4000 de nombre de données qui sont consommées par les Français. C'est une progression fulgurante des usages, des dizaines de millions de personnes qui ont parfois souvent plusieurs abonnements. Et c'est quand même une progression très grande de la couverture, quoi qu'on en dise, on y reviendra, oui, bien sûr. Dans tout le territoire. C'est aussi, peut-être j'ai envie de le dire dès le début, c'est aussi une période dans laquelle on a vu l'industrie des télécoms, les opérateurs télécoms s'illustrer comme le principal investisseur privé dans le pays. 71 milliards d'euros hors achat de fréquences, investis de 2006 à aujourd'hui, en 10 ans. 71 milliards d'euros, c'est absolument considérable et ça a permis de construire cette très belle industrie des télécoms que nous avons. Et puis, il faut voir qu'il y a une accélération très forte depuis, je sais pas, 3-4 ans. On prend quelques chiffres. La 4G en France, plus 50% en 2 ans. La consommation de data multipliée par 2 en un an. On voit qu'il y a une accélération. Et justement, maintenant, c'est devenu indispensable. Voilà, il y a une accélération incroyable des usages. Et, au fond, peu nombreux étaient ceux qui l'avaient complètement prévu. Moi-même, j'ai démarré dans Internet il y a une dizaine d'années, 15 d'années. On voyait que ça allait venir, mais à ce rythme-là, c'était pas évident. Les autorités, quand elles ont défini des objectifs de couverture il y a quelques années, elles ne savaient pas aussi à quel point ça allait aller vite. Donc ça va très vite. Les opérateurs font le boulot autant qu'ils le peuvent, mais on est très conscient en même temps aussi que ça ne va jamais assez vite et qu'aujourd'hui, voilà, il faut pouvoir communiquer en toute situation, en mobilité et à tout moment. Oui, et on voit bien aujourd'hui, c'est la question du reste qui est posée par de nombreux opérateurs. La question est de politique, la question des inégalités que ça peut passer. Il y a la fracture digitale, fracture du numérique. C'est de plus en plus clé aujourd'hui, notamment pour le développement du territoire. C'est absolument clé, absolument clé. Nous, on veut absolument éviter qu'il y ait une fracture numérique, mais elle est là. La question, c'est comment on en sort. On veut qu'elle se réduise, on veut éviter qu'elle augmente. Mais en un mot, si je voulais résumer ce qui a été l'enjeu de ces 10 dernières années, et en particulier des 5 dernières années, avec l'arrivée de Free sur le marché, Free qui n'est pas membre de la fédération au demeurant, eh bien, il y a eu là une baisse de la valeur du marché mobile de 40%. Et en fait, dans les 10 dernières années, on a eu une baisse du chiffre d'affaires des opérateurs de 20%. Et une augmentation de leurs investissements de 40%. Donc baisse du chiffre d'affaires, augmentation des investissements, ça montre assez qu'on est prêt à relever ce challenge, qu'on a envie de le relever, parce qu'on est conscient de cet impératif numérique-là. Si je voulais résumer vraiment d'une phrase, on est en train d'essayer d'apporter un bien qui devient un bien quasi essentiel à tous les Français, le téléphone fixe mobile, en situation d'hyperconcurrence. Personne ne l'a fait. Ouais. Je ne connais pas d'industrie dans le passé. Mais il reste quand même justement quelques trous où tout n'est pas si rose au paradis des télécoms, vous êtes d'accord avec moi? Puisque ça fait partie du deal qui est un peu en cause en ce moment, que le deal que vous avez avec l'État, avec les différents ministères. Peut-être juste avant, un commentaire, Pierre Louette, je ne sais pas si vous avez vu la démission de Marie Eklund, qui vient d'être nommée, qui a été nommée il y a quelques jours présidente du Conseil national du numérique. Elle était, il y a moins d'une semaine, à ce même micro, pour nous expliquer que le grand défi aujourd'hui, c'était l'inclusion, c'était que il fallait que tous les Français, la société maintenant, s'approprient cette transformation numérique, c'est digital. Donc elle avait fait un conseil très large avec une nomination qui a bloqué, qu'on lui a refusé. Elle a décidé de démissionner. Un commentaire sur l'inclusion, c'est très difficile justement, pas pour tout le monde. L'inclusion, c'est difficile. On a l'impression, quand on voit ça, que, comme on disait jadis, l'union, c'est un combat. C'est-à-dire mettre tout le monde ensemble et représenter toute la diversité du numérique, c'est pas facile. Marie Eklund, c'est une fille formidable, je dois dire. En toute transparence, je la connais bien et j'apprécie beaucoup. Je pense qu'elle a dû démissionner parce qu'elle ne se sentait pas à même d'avoir constitué l'équipe qu'elle voulait constituer. Et c'est dommage. L'indépendance qui est en jeu. Comme quoi, ça bloque. L'indépendance, c'est beau, ça mérite d'être défendu. C'est dommage, c'est un peu un hockey. J'espère que on pourra renouer avec un Conseil national numérique qui fera un bon boulot et qui représentera effectivement l'ensemble des partis. Oui, ça doit représenter la société, non, quand même, justement. Oui, moi je note que dans la dernière composition, par exemple, il n'y avait aucun opérateur des télécoms. Mais je le dis juste au passage, ça représente peut-être pas tout à fait ceux qui font simplement, si je veux dire simplement, jour après jour, tout le sous-jacent des usages numériques. S'il n'y a pas d'opérateur, s'il n'y a pas de réseau, et on venait dire qu'il n'y en a toujours pas assez, jamais assez, et là il n'y a pas de numérique vraiment. Donc il faut que ce soit complet. Moi je n'ai pas de point particulier à exprimer là-dessus, mais simplement c'est compliqué de représenter tout
tout le monde. Oui. Et on voit bien quand même qu'on arrive à un moment où le numérique, le digital, l'économie devient tellement importante que maintenant ça doit recouvrir l'ensemble de la société française. Emmanuel Macron vous a un peu fixé une ligne, une feuille de route, on peut dire, hein, Pierre Louette, puisqu'il a dit qu'il fallait que la France soit équipée en très haut débit, hein, d'ici 2022, entre 2020 et 2022. Donc vous avez des négociations extrêmement serrées avec le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, et puis de l'autre côté, Bercy, qui dit oui, mais enfin tout ça, il faut quand même peut-être que les opérateurs télécom remettent la main à la pâte. Où est-ce que vous en êtes de ce deal? Alors, sur ce deal, premier point, nous, on partage complètement l'objectif. Et encore une fois, un opérateur de télécom, tous, ils ont envie de couvrir. Ils ont envie que tout le monde puisse être client et se servent au maximum de leur service. Donc, il faut pas. Deuxièmement, je voulais juste reprendre un mot. Je n'ai pas fait un paysage rose. Je sais qu'il y a des endroits où c'est mal couvert. Oui, il y a toujours les mêmes zones blanches, toujours. Donc, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de communes qui sont considérées absolument blanches. Hein. Il en reste quelques centaines aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'endroits où ça ne marche pas encore assez bien. On va le faire. Alors, constat partagé, premier point. Deuxième point, on est engagé et on est prêt à s'engager dans un effort de mutualisation, donc de partage de nos équipements encore accru. On est d'accord. On demande simplement quelques mesures d'accompagnement. On demande en fait que tout ça soit parfaitement mis en logique et en cohérence. Et c'est d'ailleurs, le ministre Mézard et aussi Julien de Normandie, qui travaillent beaucoup auprès de lui, en sont d'accord. Il faut que les procédures administratives soient simplifiées. On nous dit déployer plus vite, on nous dit installer des pylônes nouveaux. Il faut 2 ans en France en moyenne entre la demande et l'autorisation, le moment où le pylône est allumé. 5 mois en Allemagne, cherchez l'erreur. Le gouvernement s'est engagé et a commencé à réduire ces délais. On demande que la fiscalité ne soit pas quelque chose de dissuasif ou de punitif. On demande que la fiscalité soit un outil d'incitation à déployer. Oui, mais en France, il y a de la fiscalité partout, vous le savez bien. Alors en France, c'est un pays qui a une riche fiscalité, effectivement, qui est donc, très quoi que vous fassiez, il y a une fière la fiscalité. Simplement, Edwige, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on est absolument prêt et on paie tous les impôts qu'on doit payer, ça c'est normal, pour les entreprises qui gagnent de l'argent. Et quand on est opérateur de télécom, on paie 20 à 25% d'impôts spécifiques en plus. Ça n'est pas normal. Et surtout, ce sur quoi on insiste, c'est qu'on paie des impôts, des taxes qui servent à financer différentes causes nobles, comme le cinéma, la télévision publique, mais ça ne va pas dans les réseaux. Ça fait 20 à 25%, ça fait des centaines de millions d'euros chaque année qui sont pris et qui vont ailleurs. Depuis que la taxe Copé a été créée, savez-vous combien ont été prélevés aux opérateurs? 1,8 milliard d'euros ont été pris pour financer en partie la télévision publique. La télévision publique, oui. Et puis la pauvre, elle ne reçoit pas tout ça. Ça part de plus en plus dans le budget général de l'État. En fait, il y a une petite dérivation qui a été mise en œuvre. Tout ne lui parvient pas. Eh bien, 1,8 milliard, ça aurait permis, si on les avait consacrés à des réseaux, de faire des centaines de milliers de prises FTTH, d'aller encore plus vite et de faire une couverture du territoire. Il n'y aurait plus de zones blanches, il n'y aurait plus toutes ces nuances du déplaisir gris, des zones de mauvaise ou pas bonne couverture, si tout l'argent allait dans les réseaux. Oui, en même temps, derrière, pour vous, on va pas se cacher derrière des chiffres, Pierre Louette, vous le savez bien, c'est que les zones blanches, ça veut dire qu'il y a quand même moins, il y a moins de rentabilité derrière à la clé, forcément, puisqu'il y a moins d'habitants, donc il y a moins de business que si vous êtes en Ile-de-France. Ça revient exactement au point que je faisais tout à l'heure. On nous demande de nous comporter en apporteurs d'un bien essentiel dans le pays, mais on nous demande aussi, et c'est pas qu'on nous le demande, mais c'est ce que nous sommes, d'être des entreprises qui essaient de créer des emplois. Malheureusement, dans le secteur, on a une diminution des emplois sur la période que j'ai évoquée tout à l'heure. Il y a une baisse d'emplois. De combien? Il y a eu des plans de départ. Plusieurs milliers d'emplois ont été supprimés en fait. Il y a eu des plans de départ chez SFR, il y a eu des plans de départ aussi chez Bouygues, bien gérés. C'est important. Dans les 2 cas, important. Bon, on nous demande donc d'apporter ce bien essentiel et d'être en hyper-concurrence, de libérer, comme on dit, du pouvoir d'achat. Est-ce que les Français savent? Ils le savent, je pense qu'ils paient la téléphonie mobile la moins chère d'Europe. Donc ça, c'est fait. On ne reviendra pas probablement là-dessus. Tant mieux. Tous les Français, et on est aussi des consommateurs, on paie des prix pas très importants. Pendant ce temps-là, on investit. Et c'est vrai que les zones blanches ne sont pas les zones les plus rentables tout de suite. Donc on y va, on en a résorbé une bonne partie. Il y a encore des milliers de sites qui peuvent être créés pour résorber ces zones blanches, ces zones grises. On va le faire. Ce qu'on demande, c'est un ordre bien établi avec un programme auquel on peut adhérer, des mesures d'accompagnement. Ce deal mobile, moi je pense qu'on peut encore arriver à le gagner, à le signer. Ça se joue dans les heures qui passent actuellement. Vous êtes en plein dans l'actualité. Ouais, le blocage, il vient d'où? Est-ce que le blocage vient de Bercy? Parce que de l'autre côté, il y a un deal très très important aussi, question financière. C'est-à-dire que l'État, face à ça, a accepté, face à ce que vous venez de nous expliquer, a accepté de ne pas remettre en cause les licences. Donc où là, éventuellement, donc arrive à échéance en 2024, de mémoire, c'est ça? Ça dépend des fréquences, c'est 2021, 2023, 2024. Bon. Voilà. Ce que l'État a accepté... Mais là, ça coûte de l'argent et Bercy qui coince là, non? Je ne dirais pas, non,
Non, je veux pas du tout dire que c'est Bercy qui coince. C'est pas, je crois, vraiment le cas aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'il faut mettre d'accord au moins 6 acteurs, au fond. Il faut mettre d'accord les 4 opérateurs qui déploient dans le pays, le gouvernement, avec lui-même sa diversité, mais enfin, qui est quand même très gouverné. Et puis, on fait tout ça sous les yeux du public. Le public est représenté par de nombreux élus qui disent « Oui, ça avance, mais pas chez moi, pas à tel endroit ». Et on les comprend. Édouard Philippe l'a dit récemment, c'était une phrase qui était assez juste, c'est le défi de notre génération, d'apporter du numérique à tous, qu'il n'y ait pas de fracture, que ce soit pour tous. Donc, aujourd'hui, il faut mettre d'accord tous ces acteurs-là. Les opérateurs de télécom qui sont représentés par la fédération ne sont pas sortis indemnes complètement de cette phase dans laquelle on a perdu beaucoup de valeur dans le marché mobile. Ils ont tous des situations un peu différentes. Donc, ils ont des indications, des expressions de besoins qui sont différentes. Le gouvernement, lui, il veut pousser, il le fait. C'est le ministre Mézard, c'est Julien de Normandie qui fait un travail formidable aussi pour essayer de mettre tout le monde d'accord. C'est pas facile. Encore une fois, là aussi, l'union, c'est un combat. Ça se joue dans ces heures-là. Je gage qu'il n'est pas impossible d'arriver à un accord. Moi, je le souhaite, évidemment, pour qu'on apporte des solutions à tous nos compatriotes. Et là, donc, pourquoi, qu'est-ce qui bloque? Où est-ce que ça bloque? Puisque vous nous dites c'est une question d'heure. Ça bloque sur des choses qui sont très techniques et dans lesquelles il est difficile d'entrer, mais sur... allez-y, on va essayer de comprendre, on va vous suivre. Non, mais bien sûr, mais je sais que vous pouvez tout comprendre en demeurant, mais un degré de partage, en fait, des équipements entre les uns et les autres, la façon dont on procède à ça. Est-ce que la façon dont on procède à ça va accélérer la couverture ou est-ce que ça va la ralentir? Parce que techniquement, on va devoir discuter beaucoup entre nous pour se mettre d'accord. Là, on est un peu dans la technique. Il faut refaire une architecture des réseaux. C'est pas juste allumer des antennes ici ou là pour... Est-ce que c'est par exemple parce qu'on sait qu'Altis s'était engagé à faire du haut début partout, finalement ils reviennent un peu sur ces engagements. On sait qu'il y a des négociations, voire qui est devant un tribunal, non? En tout cas, Merce avec Orange, en l'occurrence. Est-ce que c'est ça que ça bloque à cause de ça ou pas? Alors pour bien vous suivre, là vous êtes passé du mobile au fixe. Oui, d'accord, oui, que ça mérite d'être rappelé. On était dans le mobile, maintenant on est dans le fixe. Alors, volontiers, dans le fixe, ce qui se passe, c'est que les opérateurs, les principaux opérateurs déployeurs, c'est Orange et SFR, et puis les autres opérateurs cofinancent. Bon, ils apportent un financement qui permet d'ailleurs d'aller plus vite. Ce système français, il marche bien. Il faut avoir en tête souvent cette chose-là, on dit ça quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. On a plus de FTTH avec 10 millions de prises aujourd'hui, plus de FTTH, donc de fibres, la lumière, ce qui apporte le meilleur débit, plus qu'en Allemagne, plus qu'en Angleterre. Les Allemands, il y a 2 semaines, je crois que la France restait quand même très mal placée de 50 milliards. Dans un autre classement dans lequel on mélange la fibre et le câble, et on se compare avec des pays plus petits qui sont très câblés, on apparaît plus bas. Mais regardez, les Allemands, il y a 2 semaines, on dit on a besoin d'un plan de 50 milliards d'euros pour rattraper le retard en FTTH, en Fiber to the Home, la fibre qui va jusqu'au foyer, qui apporte 100 mégabits. Pour construire cette société du 100 mégabits, pour construire la société du gigabit, qui est ce que l'Europe espère pour 2025, la France est bien placée, l'Espagne est bien placée. En Espagne, il y a eu un allègement très fort de la réglementation. Il y a plus de fibres aujourd'hui en Espagne qu'en France. Donc il faut que toutes les planètes s'alignent. Les opérateurs investissent, le gouvernement accorde et facilite des déploiements par les simplifications administratives, par la fiscalité. L'ARCEP met en œuvre des systèmes incitatifs à l'investissement, comme elle le souhaite et comme elle le dit. Si tout ça est aligné, on va y arriver. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Donc si on regarde sur le mobile, aujourd'hui, la couverture, elle est de combien ? Elle est variable selon les 2G, 3G, 4G, mais on arrive à des 96% de couverture 4G, mais qui n'est pas encore complètement perceptible parce que ça couvre ça couvre la population, pas le territoire. Or, évidemment, la mobilité, c'est parcourir le territoire. Donc on va accentuer ça, on va couvrir de plus en plus tous les territoires, même ceux qui sont un peu vides, il faut quand même le dire. Sur la fibre optique ? Sur la fibre optique, on a 10 millions de prises qui sont aujourd'hui déployées, qui ont été produites, dont une bonne partie par Orange, mais puis d'autres par SFR, et qui sont donc en voie d'être commercialisées. Et on arrive, l'ensemble des opérateurs qui produisent de la fibre, c'est-à-dire en fait SFR et Orange, on va produire maintenant 3 millions et demi de prises par an. Donc on va arriver à couvrir ce territoire. On a fini de couvrir la zone très dense. Là aussi, bien sûr, on commence par les endroits les plus rentables. On est quand même des entreprises. Bah oui, bien sûr. Non, mais attends, qui sont cotées, qui ont des actionnaires, qui distribuent pas beaucoup de dividendes, pas autant qu'elles le voudraient, parce qu'en fait, on a beaucoup subi ces dernières années les réductions de valeur que j'ai mentionnées. Et puis maintenant, on va couvrir, et on couvre de plus en plus la zone intermédiaire, avec des millions de prises qui arrivent. Et puis, on peut poser n'importe comment de temps en temps. Hein, on a l'impression quand même. On voyait des fils apparaître qui traversent tout un village, dans tous les sens. C'est un peu l'impression que c'est une course effrénée. On voit derrière vous des images de ce qu'est une armoire de répartition, de ce qu'est un nœud de répartition optique. Bon, c'est très compliqué. Il faut aussi, on le voit, entrer dans les sous-sols, faire des tranchées, des micro-tranchées. Le déploiement de la fibre, c'est la plus grande opération d'infrastructure depuis les autoroutes et le TGV. Voilà. Donc c'est en cours, c'est largement invisible. Ça se passe sous le sol. C'est pas toujours
très voyant, mais c'est très important. Oui, donc il y a forcément des endroits où c'est pas parfaitement fait, des endroits où il y a un bout de fil qui dépasse, je suis désolé, ou deux bouts de fil qui dépassent, ou trois bouts de fil, je suis désolé encore une fois. On a un taux de couverture qui va avancer, on fait tous nos efforts pour résorber toutes ces zones pas couvertes, et on fait tout ça en situation d'hyperconcurrence. Pardon, mais c'est un peu compliqué quand même. Oui, l'équation est compliquée. Zone d'hyperconcurrence, justement pour savoir sur les secteurs, puisque vous êtes le président de la Fédération des télécoms. Est-ce que vous pensez que maintenant, il n'y aura plus de diminution d'emplois drastique comme on a vu et qu'on connaît encore? Écoutez, on le souhaite très vivement. Nous, on fait des calculs qui englobent les emplois directs de chacune des entreprises et puis ce qu'on crée dans la filière en faisant Alors, sur les emplois directs Sur les emplois directs, il y a eu une baisse qui a été constatée. Maintenant, je pense qu'avec l'an prochain, on pourra constater qu'avec l'ensemble des programmes d'investissement qui sont en cours, avec les sous-traitants de premier rang, de deuxième rang, eh bien, ça mobilise toute une filière. Là aussi, il faut le dire, il a fallu organiser toute cette filière pour qu'elle puisse produire pour les opérateurs que sont Orange et SFR et produire pour les collectivités territoriales qui, pour 14 millions de foyers, ont l'initiative de faire en sorte que soient produits des réseaux. Ce sont les mêmes sous-traitants qui font ça, du génie civil, de l'exploitation, et donc on a besoin que tous se mobilisent. Il y a des filières, on contribue avec la fédération à former des gens aussi pour pouvoir répondre à cet appel d'air. Une question récurrente, est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour à l'autre, on vous pose la même question depuis quand même quelques années, est-ce que vous pensez quand même qu'il y aura une consolidation en France ? Le temps de la consolidation, je ne le vois pas immédiatement intervenir. Non. On a un acteur qui va beaucoup mieux dans le paysage. Bouygues Télécom a subi des chocs terribles, les a gérés, je trouve très bien, évidemment. Et puis, aujourd'hui, se porte plutôt mieux. Orange se porte très bien. Et sous la houlette de Stéphane Richard, je pense que les choses vont de mieux en mieux. SFR est en train d'opérer une conversion. On espère au fond aussi pour eux qu'ils vont se porter également mieux. Et puis Iliad, ça va pas mal. Donc on a des acteurs. Alors voilà, on a 4 acteurs. Le marché français est très singulier. Il y a 4 acteurs. L'opérateur historique est toujours le numéro 1 et il n'y a pas d'acteurs étrangers. Voilà. C'est plein de singularités, mais c'est la France. Et justement, ça restera. Quand est-ce que vous voyez l'arrivée d'un opérateur étranger? Parce que, comme vous dites, c'est une particularité très française. Est-ce que, à l'heure où on parle d'un Internet européen, d'un haut débit européen, d'une politique enfin commune européenne, est-ce que ça peut modifier la donne? Il y a 2 choses. Il y en a eu dans le passé. Il y a eu des opérateurs italiens, allemands, Club d'Internet, Alice, qui ont été absorbés peu à peu par des opérateurs internationaux. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, votre question est un peu portée aussi sur la consolidation trans-européenne, pan-européenne. Eh bien, ça sera peut-être possible le jour où il y aura un vrai marché européen. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on appelle de nos jours. Oui, bien sûr, mais tout le monde travaille un peu là-dessus. On a l'impression qu'il y a... ça avance, en tous les cas. Ça avance. Dans le domaine de la fiscalité, on va essayer de résorber des différences, qui étaient d'ailleurs des différences qui permettaient pas mal à nos concurrents et collègues, les GAFA, d'aller dans plein d'endroits de façon différenciée. Mais dans le secteur des télécoms, quand on franchit une frontière, le droit de la consommation n'est pas le même en Pologne qu'en France, ou en Espagne, ou en Slovaquie, ou en Roumanie. Le droit de la concurrence n'est pas vécu de la même façon. Il y a plein de singularités. Si tout ce marché continue à se construire, ça sera très bien. Je vais dire une chose aussi, il a été construit de façon prioritaire, et tant mieux pour le consommateur. Il n'y a plus de roaming. On peut être en mobilité et ne plus payer ces taxes de roaming. Peut-être un jour, il y aura-t-il des évolutions sur les appels internationaux aussi. Très bien. Le consommateur, là aussi, il est bien servi. Et vraiment, il faut qu'il s'en souvienne. C'est très bien. Mais par ailleurs, il faut une Europe un peu plus industrielle avec cette vision-là, parce que d'autres continents l'ont, cette vision. Et il faut que l'Europe l'ait. Et est-ce que, je reprends la fameuse expression de le Lombard qui nous expliquait qu'il fallait faire payer les autoroutes des télécoms en France, ça revient un tout petit peu. Est-ce qu'à un moment, vous arrivez à faire payer les Google, les GAFA et autres qui utilisent après tout ce que vous déployez, vous les opérateurs télécoms? On a des fournisseurs de contenu, si j'ose dire, des gens qui mettent dans nos réseaux, dans nos tuyaux, des quantités considérables. Ils occupent 25, 30%, 40%, je ne sais pas exactement, de la capacité. Le système n'est pas ainsi fait. Il est ainsi fait que les consommateurs doivent contribuer au financement des réseaux, ce qui après tout est assez logique. Et comme je l'ai dit déjà à peu près 8 fois, en France, le consommateur, il paie la téléphonie mobile 2,5 fois moins cher que aux États-Unis et le fixe 3 ou 4 fois. Quand on paie un abonnement au câble aux États-Unis 120 ou 130 $, regardez ce que vous payez pour un abonnement à la télévision par Internet ou à la fibre en France. Avec l'hyperconcurrence, et je ne la conteste pas, c'est une des politiques publiques, mais il y a aussi la politique de l'investissement et il y a aussi la politique de l'accompagnement des industriels. La fin du fixe, vous la voyez quand à la Fédération ?
Il n'y aura pas de fin du fixe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir téléphoner, on est de plus en plus convergent, on peut téléphoner en utilisant Internet sur la fibre, sur la DSL, voilà. Donc c'est une évolution. Si vous parlez de la fin du cuivre, peut-être, qui est la technologie qui est la plus déployée de longue date, et qui est d'ailleurs la seule technologie complètement déployée dans tout le pays, à une époque de monopole. Oui. Encore une fois, France comparaison Télécom, est instructive, voilà, par la DGT et France Télécom de l'époque. Eh bien, il y aura certainement un moment où le déploiement de la fibre permettront de décommissionner le cuivre. On n'y est pas tout à fait, puisque on avance, mais ça n'a pas encore permis de faire. Sur la question de la neutralité du net qui agite beaucoup, on a vu les politiques réaffirmer leurs souhaits, parce que la question se pose depuis que Donald Trump a décidé de remettre en cause la neutralité du net. En France, tout le monde a réitéré sa volonté, son souhait de maintenir la neutralité du net en disant qu'il y a un écosystème qui repose là-dessus. Stéphane Richard, encore une fois, je le cite, parce que c'est le premier à avoir dit il faut peut-être remettre en cause une partie de la neutralité du net. Vous en pensez quoi, Pierre Louette? Sachant que vous êtes orange dans une autre partie de vos fonctions. Ah oui, là, vous m'autorisez un instant. Mais bon, simplement, deux choses très, très claires. Ce que Donald Trump a fait, enfin, c'est Ajit Pai, qui est le patron de la FCC, qui l'a fait, c'est revenir à ce qui existait avant. En fait. Donc, c'est un revirement, comme il en existe aux États-Unis. Bon, d'accord. Mais il ne faut pas méconnaître non plus le message que ça envoie de dire qu'il peut y avoir des systèmes différenciés. Ce que Stéphane Richard a dit, et permettez-moi effectivement de prendre cette casquette orange un instant pour le dire. Il a dit plusieurs choses dont certaines ont été extraites. Ce qu'il a dit, c'est que, on est, en tant qu'opérateur, Orange et tous les autres, totalement pour la neutralité du net. Déjà pour une raison éthique, puis pour une raison marchande, c'est qu'on veut que tout le monde puisse y aller et consommer et s'abonner et avoir accès. Mais il y en a qui consomment plus que d'autres, donc c'est mieux. On est absolument pour. Deuxième point, ce qu'il a mentionné, c'est la capacité qui doit être laissée aux opérateurs de gérer des couches de services. Par exemple, pour gérer de l'IPTV, la télévision, et il vaut mieux savoir ce qu'on fait dans l'ordre des paquets, sinon ça ne marchera plus. Pour gérer des voitures connectées demain, c'est ça qu'il a dit, Stéphane. Il faut qu'il y ait des couches de services gérées. On est pour la neutralité. Oui, mais enfin, c'est quand même une forme de remise en cause de la neutralité du net. Pas du tout, pas du tout. Il y aura des services... Pas du tout, pardon, mais pas du tout. Et c'était mon troisième point. Le troisième point, c'est que le dispositif européen en vigueur permet de faire ça. Bon, donc si vous voulez, on a l'impression qu'il y a là un emballement, c'est un beau sujet, c'est un très noble sujet. On a l'impression qu'on crie beaucoup avant d'avoir mal. Est-ce que vous pouvez me citer un cas concret, pardon, je ne devrais pas poser de questions, mais un cas concret de problème avec la neutralité du net qui se pose en France aujourd'hui? C'est l'accès, par exemple, pour les voitures autonomes. Est-ce qu'il faudra payer plus pour avoir... Chaque mot a son importance. Ce qui se pose en France aujourd'hui. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas. Des accès différents, non, mais il n'y a pas différents à des services. En Europe, on a recensé, je crois, 3 cas, pour être très précis, parce que ça mérite d'être très précis sur ces sujets-là, si vous voulez, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Suède, pour vous donner des exemples précis, où il y avait des systèmes de contenu qui étaient sponsorisés et qui étaient donc pas déduits. Donc, quand vous voyez Mounir Mahjoubi, Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian dire on ne change rien, ils se trompent, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le dossier. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer, le système qui est en place est bien, donc ils ont raison de dire qu'on ne change pas. Ils ont parfaitement raison, comme souvent d'ailleurs, mais là ils ont tout à fait raison dans ce cas-là. Merci beaucoup. Merci. Le deal, ce fameux deal qui est en train de se négocier, on est après quasiment vécu en direct, vous y retrouvez? On y retourne tous. Bon, mais j'espère que vous reviendrez nous voir pour nous expliquer si on a eu ce deal ou pas. Si vous l'avez eu, Pierre Louette, donc le président de la Fédération française des télécoms, était notre invité. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'heure H, 12h30. On se retrouve bien sûr à 18h30 avec Quentin Sagnier, le président cofondateur de Devialet, une des stars justement de cette économie du numérique. À ce soir, bonne journée.